Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Plusieurs frappes israéliennes ont visé des véhicules et des zones habitées, tandis que l'armée israélienne a diffusé des alertes urgentes à destination des habitants de plusieurs localités. Dans le même temps, la FINUL affirme qu'Israël a largué une substance chimique inconnue près de la ligne bleue en violation de la résolution 1701. L'armée israélienne avait lancé des avertissements urgents aux habitants de Kfar Tibnit et de Ain Kana, alors que plusieurs frappes de drones ont été menées dans différentes régions. À Claylé, au sud de Tyr, une voiture de type Jeep Cherokee a été ciblée par une frappe aérienne. Une autre attaque a touché les environs de Batoulaye. Une voiture a également été visée sur l'autoroute Zahran et Tyr. Le ministère de la Santé publique a annoncé 1 mort et 8 blessés à la suite des frappes sur Claylé et Ansarieh. L'armée israélienne affirme avoir visé 2 membres du Hezbollah à Harouf et Ansarieh. Autre développement préoccupant, la FINUL a indiqué avoir été informée par Israël de son intention de larguer une substance chimique non toxique près de la ligne bleue. Cette opération a contraint les casques bleus à suspendre plus de 10 missions et à interrompre leurs activités sur près d'un tiers de la zone pendant plus de 9 heures. La FINUL qualifie cet acte de violation grave de la résolution 1701, avertissant qu'il pourrait mettre en danger la santé des civils, des forces internationales et affecter les terres agricoles. Elle appelle Israël à cesser immédiatement ses activités et à coopérer pour préserver la stabilité. Une situation extrêmement tendue alors que le sud du Liban reste sous la menace permanente d'une escalade. Renforcement des relations entre le Liban et l'Espagne. À l'issue d'une rencontre à haut niveau, le président Joseph Ron et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont réaffirmé leur volonté de soutenir la stabilité du Liban, notamment à travers l'appui à l'armée libanaise et aux forces de sécurité. Un message de soutien clair en provenance de Madrid. Le président de la République, Joseph Ron, a rencontré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, saluant l'engagement constant de l'Espagne en faveur du Liban. Le chef de l'État a remercié Madrid pour ses positions dans les instances internationales ainsi que pour son soutien financier et matériel à l'armée libanaise. Il a souligné l'importance de la participation de l'Espagne à la conférence de soutien à l'armée et aux forces de sécurité intérieure prévue à Paris le 5 mars prochain. Le président Ron a également salué les condamnations espagnoles des attaques israéliennes contre le Liban, notamment celles ayant visé la FINUL en 2024, et l'engagement de l'Espagne au Liban Sud. Le président a présenté les réalisations de l'armée au sud du Litanie, avec le rétablissement de l'autorité de l'État, la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande, la drogue et l'immigration illégale. Il a insisté sur le besoin urgent en équipement et véhicules pour permettre à l'institution militaire d'accomplir pleinement ses missions. La question des réfugiés syriens a aussi été au cœur des échanges. Le président a remercié l'Espagne pour son aide humanitaire de 1,4 million d'euros en 2024 et pour l'accueil de 85 réfugiés syriens en 2025. De son côté, Pedro Sánchez a confirmé la participation de l'Espagne à la conférence de Paris au niveau ministériel et exprimé son souhait de renforcer les relations économiques bilatérales, un partenariat stratégique pour la stabilité du Liban et de toute la région. Après près de 2 ans de fermeture, le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte rouvre, mais au compte-gouttes. Une réouverture limitée, porteuse d'espoir pour des milliers de Palestiniens, notamment les malades et les blessés, dans un territoire toujours ravagé par la guerre. C'est une bouffée d'oxygène pour les habitants de Gaza. Fermé depuis mai 2024, le poste frontière de Rafah a rouvert dans les 2 sens, mais de façon très limitée. Pour l'instant, seuls 50 Palestiniens par jour peuvent traverser dans chaque sens. L'aide humanitaire, elle, reste bloquée et continue de passer par le poste israélien de Kerem Shalom. À Gaza, des milliers de malades et de blessés attendent depuis des mois une évacuation. Rafah est une bouée de sauvetage. J'ai besoin d'une opération qui n'est pas possible ici mais à l'étranger, affirme un malade. Selon le directeur de l'hôpital Al-Shifa,
20 000 patients, dont 4 500 enfants, ont un besoin urgent de soins. Du côté égyptien, les services de santé sont en alerte maximale. 150 hôpitaux, 300 ambulances, 12 000 médecins et 30 équipes de secours ont été mobilisées pour accueillir les blessés. Pour les jeunes aussi, l'espoir renaît. L'un d'entre eux souligne « À Gaza, il n'y a pas d'avenir. Nous attendons Rafah pour pouvoir étudier à l'étranger. » Mais la réouverture reste fragile. Israël impose une autorisation sécuritaire préalable et les belligérants s'accusent de violer le cessez-le-feu. Dans un territoire dévasté, Rafah n'est pour l'instant qu'une porte entr'ouverte, mais une porte vers l'espoir. Dans le nord-est de la Syrie, à Hasakeh, un couvre-feu est en vigueur alors que la ville accueille les forces gouvernementales syriennes en application d'un accord historique entre Damas et les autorités kurdes, une étape clé vers la reprise du contrôle de l'État syrien sur l'ensemble de ses territoires. Hasakeh est sous couvre-feu. Dans cette ville du nord-est de la Syrie, les rues sont désertes et les commerces fermés, tandis que les forces kurdes de sécurité, les Assayesh, sont déployées aux entrées. Cette mesure précède l'arrivée des forces gouvernementales syriennes prévues dans le cadre d'un accord conclu vendredi entre Damas et les autorités kurdes. Le texte prévoit l'intégration progressive des forces et de l'administration kurde au sein de l'État syrien, une décision qui met fin de facto au projet d'autonomie instauré durant la guerre civile. Selon le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, la mise en œuvre commence aujourd'hui. Une force de sécurité intérieure limitée doit entrer dans certains secteurs de Hasakeh et Qamishli sans déploiement de troupes militaires à l'intérieur des villes. Un cessez-le-feu est également attendu mardi à Qamishli. Le gouvernement syrien doit récupérer dans les 10 jours plusieurs sites stratégiques, des champs pétrolifères, l'aéroport de Qamishli ainsi que des postes frontières. Les FDS seront intégrés à l'armée syrienne au sein d'une division composée de 3 brigades. À l'ouest, la ville symbolique de Kobané attend aussi le déploiement de forces gouvernementales. Pour les habitants, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, entre espoir de stabilité et crainte de l'avenir. Tournant diplomatique majeur entre Washington et Téhéran. Après des avertissements sur le risque d'une guerre régionale, le président iranien Masroud Pezeshkian a ordonné l'ouverture de pourparlers nucléaires avec les États-Unis alors que les tensions avec Washington atteignent un niveau critique. Une tentative d'apaisement alors que la pression internationale et la répression en Iran s'intensifient. Un signal d'ouverture après des semaines de tensions. Selon l'agence Fars, le président iranien Masroud Pezeshkian a ordonné l'ouverture de pourparlers directs avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Cette annonce intervient au lendemain d'une mise en garde du guide suprême Ali Khamenei qui a évoqué le risque d'une guerre régionale. À Washington, Donald Trump s'est dit confiant. « J'espère trouver un accord avec l'Iran », déclare-t-il. Les marchés ont aussitôt réagi. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% en Asie, les investisseurs pariant sur une désescalade. Mais sur le terrain, la crise reste dramatique. Les deux pays, sans relations diplomatiques depuis plus de 40 ans, échangent par l'intermédiaire de médiateurs régionaux, notamment l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie. Selon Téhéran, les discussions pourraient être menées par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l'émissaire américain Steve Witkoff, sans date ni lieu arrêté. Au cœur du désaccord, l'enrichissement de l'uranium. Washington exige son abandon total, tandis que Téhéran revendique ce droit au nom du traité de non-prolifération. Mais pendant que la diplomatie s'esquisse, la répression se poursuit. Selon les ONG, plus de 42 000 arrestations ont été recensées et 6 842 morts ont été confirmés, dont une majorité de manifestants. Plus de 17 000 décès supplémentaires seraient encore en cours d'examen. L'Union européenne a classé les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, provoquant de vives réactions à Téhéran. Téhéran a répliqué en convoquant les ambassadeurs européens et en qualifiant les armées de l'Union européenne de groupes terroristes. 4 ressortissants étrangers ont également été arrêtés pour participation aux émeutes. Entre répression, menaces et ouverture diplomatique, la communauté internationale retient son souffle. Un accord pourrait éviter un embrasement régional, mais le chemin reste fragile.
Depuis 2 ans, des millions d'Afghans sont renvoyés d'Iran et du Pakistan vers un pays déjà ravagé par la pauvreté. Un retour massif, souvent forcé, qui plonge des familles entières dans la précarité, sans logement, sans emploi et sans accès aux services de base. Ils arrivent avec quelques sacs, parfois des enfants dans les bras. Depuis septembre 2023, 5 millions d'Afghans ont été renvoyés d'Iran et du Pakistan vers leur pays d'origine. Rien qu'en 2025, ils étaient près de 3 millions. Pour les organisations internationales, cet afflux représente 10% de la population afghane en seulement 2 ans. Selon l'OIM, 80% vivent dans des structures précaires. Beaucoup s'entassent à 4 dans une seule pièce, incapables de payer un loyer. Trouver un emploi relève du défi. Seuls 11% ont retrouvé un travail stable. Le revenu mensuel ne dépasse souvent pas les $100. L'accès à l'eau et à l'électricité est tout aussi limité. Plus de la moitié des foyers n'ont pas d'électricité fiable. Pour de nombreuses mères seules, même l'eau potable est difficile à obtenir. Les autorités talibanes affirment avoir accéléré la distribution de terres, mais seules 3000 parcelles ont été attribuées. Dans un pays déjà frappé par les crises, le retour des réfugiés devient un nouveau défi humanitaire majeur. Un record pas comme les autres, une toile d'araignée géante, grande comme la moitié d'un terrain de tennis, peuplée de plus de 110 000 araignées. Si vous êtes arachnophobe, rassurez-vous, ce cauchemar n'est pas au Liban. Direction une grotte obscure à la frontière entre la Grèce et l'Albanie pour une découverte scientifique aussi fascinante qu'inquiétante. Les détails avec Édouard Sfer. À première vue, on dirait un immense tapis de coton, presque moelleux, presque rassurant. Mais en réalité, ce que les chercheurs touchent du bout des doigts, c'est la plus grande toile d'araignée jamais observée dans une grotte. 106 mètres carrés de toile, suspendue à la paroi, un rideau de velours sombre. Et à l'intérieur, 111 000 araignées. Dans chaque trou de la toile, une araignée, parfois 2. Jamais seules, alors qu'elles sont censées l'être. Les scientifiques identifient 2 espèces, 69 000 tégénaires domestiques et 42 000 Prinerigones vagants, 2 espèces solitaires et même rivales qui normalement se mangent entre elles. C'est ce qui intrigue le plus les chercheurs. Comment des araignées qui ne cohabitent jamais ont pu construire ensemble cette mégastructure. Ce que nous observons ici n'a jamais été documenté. C'est le premier cas connu de toile coloniale chez ces espèces, affirment les experts. Alors pourquoi cette trêve inattendue? La réponse se trouve dans l'environnement extrême de la grotte. La grotte, surnommée Sulphur Cave, est exceptionnellement riche en soufre. Un ruisseau sulfuré la traverse, attirant une abondance d'insectes. Résultat, la nourriture est partout. Quand les ressources sont abondantes, il n'y a plus besoin de se battre. Elles peuvent rester au même endroit, sans migrer. Les araignées partagent ainsi la grotte avec mille-pattes, scorpions et coléoptères, dans une obscurité totale. Un équilibre fragile, mais spectaculaire. Autre surprise, la solidité de la structure. Les fils d'araignée comptent parmi les matériaux les plus résistants au monde. À diamètre égal, ils sont plus robustes que l'acier, à tel point qu'un fil de soie de seulement 1,2 cm pourrait théoriquement supporter le poids d'un bus ou même d'un éléphant. C'est pour cela que la soie d'araignée fascine autant les scientifiques. Ils essaient d'en reproduire les propriétés pour le textile, la médecine ou encore les structures chirurgicales. Une toile qui fait frissonner, mais qui pourrait aussi inspirer les technologies de demain. Des toiles géantes avaient déjà été observées en Australie ou au Brésil, suspendues entre des arbres. Mais jamais une colonie de cette taille n'avait été documentée dans une grotte. On ignore encore depuis combien de temps cette toile se construit. Elle a peut-être 10 000 ans, ou beaucoup plus. C'est tout ce que nous cherchons à comprendre. Un cauchemar pour certains, un trésor scientifique pour d'autres. Dans l'ombre d'une grotte sulfurée, ces araignées tissent peut-être déjà les fils du futur. Et enfin, en Russie, une nouvelle pratique hivernale fait sensation. Flotter immobile dans une eau glacée entre des plaques de glace pour se détendre et lâcher prise. C'est le concept de l'ice floating, une expérience aussi extrême qu'apaisante. Protégés par des combinaisons isothermiques, des participants s'abandonnent au courant d'une rivière glacée. L'ice floating qui séduit ceux qui cherchent à se dépasser tout en se relaxant. Ils flottent immobiles entre les plaques de glace. Autour d'eux, l'eau est proche de 0 degré. Pourtant, leurs visages sont détendus. Bienvenue dans le monde de l'ice floating, une nouvelle activité hivernale qui séduit de plus en plus de Russes en quête de sensations et de bien-être.
Avant d'entrer dans l'eau, le groupe s'échauffe. Puis, sous la supervision d'un instructeur, chacun se glisse lentement dans la rivière. La combinaison isothermique protège du froid et permet de flotter sans effort. Certains ferment les yeux, d'autres sourient, bercés par le courant. Pour Vera, économiste de 44 ans, l'expérience est surtout mentale. C'est apprendre à lâcher prise, à faire confiance, dit-elle. Ekaterina parle d'une mer d'émotions. Et Anastasia, étudiante, décrit une sensation d'apesanteur encore plus intense que dans un bassin de flottaison classique. Si l'activité peut impressionner, les organisateurs assurent que tout est strictement encadré. Pour Andrei Semyonov, fondateur de l'expérience, l'ice floating est une alternative aux loisirs d'hiver traditionnels. Une façon de vivre le froid autrement. Flotter, respirer, se laisser porter. Même dans l'eau glacée, le corps et l'espoir trouvent leur équilibre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.